bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, votre magazine, le seul de l'océan Indien, qui est entièrement consacré à l'environnement de Mayotte, à sa découverte et à sa protection. Vous le savez, en ce moment, on parle d'eau et comment parler en 2024 de l'eau à Mayotte sans parler de l'agriculture. Et c'est le thème qui va nous occuper aujourd'hui. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, oui, moi j'y crois. Pour parler de cette question cruciale, nous avons ce matin sur le plateau Bastien Chalagiro, le directeur de l'ADAF. Bonjour Bastien. Bonjour Madame Monguena. Et puis nous avons Anouar Soumaïla Moeva, président des jeunes agriculteurs de Mayotte. Bonjour Anouar. Bonjour. Ça va ? Très bien, vous ? Très bien, pleine forme ? Ça va. Eh bien, c'est parfait. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Comment se porte aujourd'hui, Bastien, l'agriculture à Mayotte ? L'agriculture à Mayotte se porte différemment selon les secteurs. Il est clair que la sécheresse qui a été subie sur le territoire l'année dernière a impacté fortement certaines productions, notamment les productions maraîchères. Certaines exploitations ont dû complètement arrêter leur activité pendant plusieurs mois, ce qui a entraîné des pertes de revenus. Certaines filières s'en sont sorties plutôt bien, notamment sur les œufs et la production de volailles de chair, puisque les objectifs que ces opérateurs-là, en tout cas ceux que nous connaissons et qui sont formalisés, ont été atteints malgré la sécheresse. Il y a combien aujourd'hui, je ne sais pas lequel de vous deux répondra, mais je sais, Bastien, vous avez les chiffres, hein, ça c'est sûr. Il y a combien d'agriculteurs professionnels à Mayotte aujourd'hui ? Que ce soit du maraîchage, de l'élevage, il y en a combien ? Alors, la notion de professionnel est un peu délicate à appréhender à Mayotte par rapport à ce qui se passe en métropole. En tout cas, le recensement agricole que nous avons fait en 2020 a dénombré environ 4300 exploitations qui, à un moment ou à un autre, vendent une partie de leur production ou la totalité. Donc, vous voyez bien que selon le pourcentage de vente, on peut considérer que c'est plus ou moins de la professionnalisation. Ensuite, si on regarde un autre chiffre qui est le nombre d'agriculteurs qui sont inscrits à la mutualité sociale agricole, donc qui est la protection sociale des chefs d'exploitation agricole, il y en a à ce jour à peu près 1400. Donc vous voyez la différence. Curseur. Et ensuite, si on prend ceux qui ont une activité vraiment professionnelle, qui sont inscrits dans des circuits de commercialisation formalisés, soit tout seuls, soit via une organisation de producteurs, comme la COPAC par exemple, ou AVM, l'abattoir de volailles, ou d'autres, là on est plutôt aux alentours, après Anouar aura peut-être d'autres chiffres, mais environ 200 on va dire à peu près. Mais c'est pas forcément facile à estimer puisque certains se regroupent mais ne sont pas forcément identifiés par l'administration. Et ça se développe, Anouar ? En tout cas, il y a de plus en plus de professionnels ? Oui, c'est sur quoi on tend donc se développer. Ça passe par la structuration des filières. Et c'est là où il y a l'enjeu vraiment important de structurer les filières. Parce que justement, le chiffre de 200 que Bastien vient de dire, c'est en fonction des groupements. Et les groupements vont tendance à aller ils vont chercher les adhérents qui sont plus ou moins structurés, qui sont en capacité de produire et de donner une certaine garantie de mise à disposition de leur production. Donc c'est au-delà de la structuration en elle-même, ça passe par plusieurs facteurs qui font que même si la personne elle est structurée, elle sera quand même pas en capacité de garantir cette production-là, cette livraison de produits. Donc nous, en tant que, on va dire, syndicat, en tant que professionnel, on reste plus sur ce chiffre de 1400, 1380, 1400, parce que c'est les personnes qui sont, on va dire, pour nous, professionnelles. Et les autres, c'est de l'agriculture vivrière, alors c'est plus ça, même s'ils en vendent une partie. Alors, dans les 1400, on va trouver aussi de la production vivrière, des personnes qui produisent pour l'autoconsommation et quand ils en ont un petit peu plus, qui puissent Et ils vendre. ont quand même la mutuelle sociale agricole, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autres activités. C'est ça qu'on peut penser. Oui, c'est l'activité principale, on peut dire. Mais maintenant, nous, ce qu'on tend, c'est que vraiment ces 1400 qui sont à la MSA puissent être structurés et avoir les moyens de pouvoir mettre à disposition leur production pour les groupements, par exemple. Alors, le rapport aujourd'hui des agriculteurs mahorais avec l'eau, c'est lequel ? Je vais laisser Bastien répondre dans un premier temps et je répondrai par la suite.
Moi, j'ai plutôt donc la vision, la vision de l'administration Bah oui. et la vision aussi du développement économique, puisque la DAF a aussi une mission de développement de l'économie agricole. On va dire que l'usage de l'eau en agriculture à Mayotte est assez variable, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de production vivrière à Mayotte. C'est difficile d'estimer le volume exact, puisque par définition, les gens ne sont pas identifiés ou ne tracent pas leur commercialisation. Mais c'est, on va dire, au moins 80% de la production qui est autoconsommée ou échangée. Et cette production-là est essentiellement constituée de bananes et de manioc, donc des féculents végétaux, qui sont l'aliment de base des Mahorais. Et ce sont des productions qui ne nécessitent pas d'irrigation complémentaire à l'eau pluviale de manière générale. Donc de ce côté-là, c'est l'eau qui tombe, qui est utilisée par la plante sur la durée du cycle de production. En revanche, on a d'autres productions dont on a parlé tout à l'heure, notamment les productions maraîchères et un petit peu fruitières, qui, elles, nécessitent de l'eau durant tout le cycle de production, qui est un cycle court. Donc il peut y avoir des productions en saison des pluies, où là, a priori, les agriculteurs arrivent à s'en sortir assez facilement. Et puis les productions qui débordent ou qui se font durant la saison sèche, là, doivent avoir nécessairement un complément en eau. Et donc les agriculteurs, s'ils ont accès à l'eau de façon légale ou illégale, ils vont arroser suffisamment pour que la production pousse. Sinon, ils devront interrompre ce type de production durant la saison sèche. Mais alors, du coup, aujourd'hui, comment sont les tendances à Noir? Parce que vous êtes dans vos champs, votre exploitation toute la journée avec vos collègues et les autres adhérents des jeunes agriculteurs. Donc, cette question de la ressource en eau, vous la voyez sûrement différemment de celle de Bastien, puisque quand elle manque, l'eau, c'est concret, quoi. C'est tout de suite, et ça a des conséquences sur la productivité de l'exploitation. Ben, les conséquences, on les a vues, hein, notamment cette année qui vient d'écouler. Donc pour nous, en fait, c'est vrai que on est sur une production, on va dire, de pluie de façon intensive, enfin de façon générale, soit les 80% à peu près des personnes qui vont faire de bananes, manioc, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a besoin de nourrir toute la population mahoraise. Et là, aujourd'hui, elle n'est pas constituée que de Mahorais. Donc, d'où l'intérêt d'aller sur ce modèle d'irrigation qui doit être revu. Parce que là, en dehors des rivières qu'on a aujourd'hui, c'est des installations qui datent des années 80-90, qui ne sont déjà pas renouvelées depuis le temps. Il y en a beaucoup qui sont vétustes, mais ceux qui sont plus ou moins corrects, eh ben aujourd'hui, on est limité parce que je vous parle par exemple de tout ce qui est, si on veut faire de la pastèque, du melon, du maraîchage de façon générale, eh ben il nous faut par exemple des systèmes d'irrigation un peu plus rénovés. Donc le goutte à goutte et tout ce qui va avec. Et là, suite à cette crise qu'on vient de traverser, on a pu s'en rendre compte à quel point c'est un élément, comment dire, très important sur la structuration des filières et sur l'agriculture qu'on veut d'ici horizon 2030. Donc, sans ce système revu de l'irrigation, ça va être très compliqué de pouvoir répondre à cet enjeu. Alors, je comprends bien, et on le voit sur la vidéo, il y a aussi des captages illégaux. Là, c'est un captage illégal qui est en train d'être détruit dans une rivière pour irriguer un champ illégal également. Donc, ça vous prive, je suppose, vous aussi d'eau. Mais vous, la ressource en eau, vous la trouvez où? Au robinet, comme tout le monde? C'est une question peut-être naïve, hein, mais la plupart de nos téléspectateurs ne savent pas. Est-ce que vous avez vos propres bassins de rétention d'eau dans les exploitations agricoles, saison sèche, saison des pluies? Comment un agriculteur aujourd'hui, légal, hein, j'entends quelqu'un qui est parmi les 1400 dont parlait Bastien tout à l'heure, comment il trouve l'eau dont il a besoin? Jusqu'à présent, ça a été l'eau de la rivière. Et puis, il y a eu quelques installations qui ont été initiées il y a quelques années, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, par le conseil départemental notamment, pour justement aller faire des forages et mettre à disposition l'eau sur un secteur donné. Pour quelques agriculteurs, mais ça ne répond pas à tout. Donc nous, suite à la crise, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite étude sur les points, on va dire, où on va retrouver de l'eau en certaines quantités pour pouvoir faire des forages et par la suite identifier donc, les agriculteurs qui sont autour et à partir du forage pouvoir donner un accès à l'eau à ces personnes-là. Mais alors ça, Bastien, c'est une pratique que la DAF s'est organisée en lien avec l'administration, parce que je suppose qu'on ne fore pas le sol comme ça si on a envie.
Oui, tout à fait. Selon les débits qui sont prélevés ou qui vont être prélevés, il y a un certain niveau d'exigence à respecter. Ces sujets-là sont traités par l'ADEALM, qui est responsable de la police de l'eau et des installations qui prélèvent de l'eau à Mayotte. Donc il faut que l'agriculteur qui a un projet de forage ou de prélèvement en rivière dépose un dossier à l'ADEALM qui va l'instruire, qui lui donner ou pas l'autorisation, sachant que certains prélèvements sont simplement soumis à une déclaration, donc de façon assez simple pour l'agriculteur qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Mais en tout cas, il faut qu'il passe par ce circuit administratif. Ensuite, si on veut développer l'irrigation à Mayotte pour justement répondre à l'insuffisante production, notamment de fruits et légumes, il va falloir mettre en place des projets, soit des projets individuels, pour investir dans des forages par exemple, ça se fait mais ce n'est pas forcément très développé, soit des projets collectifs qui là nécessitent une dimension supplémentaire, c'est-à-dire comment on gère l'eau collectivement à travers un groupe d'agriculteurs. Alors justement, vous avez publié récemment un appel à projet qui pousse les agriculteurs quelque part à se regrouper, alors pour commercialiser les produits, mais peut-être aussi pour gérer des projets d'investissement tels que ça. C'est quoi que vous recherchez quand vous faites un projet comme ça? Vous recherchez justement à ce que des agriculteurs comme à Noir, à 5, 6, 7, 8, j'en sais rien, se mettent autour de la table et vous disent, voilà, nous on va faire on va dessaler l'eau parce qu'on est tout près de la mer, hop, on va dessaler et puis paf, on va utiliser cette eau pour irriguer nos champs. C'est ça que vous attendez? C'est peut-être pas le moins cher, l'exemple que vous citez, mais effectivement, sur le principe, vous avez tout à fait raison. L'appel à projet qu'on a lancé sur le groupement d'intérêts économiques et environnementaux permettent aux agriculteurs qui se regroupent de faire un projet commun, soit pour améliorer la fertilisation de leur culture et améliorer leur sol, ou mieux gérer l'eau pour l'économiser. Ça peut faire partie des projets qui sont éligibles. Et là, il y a des subventions, donc ça aide aussi les agriculteurs. Parce que le but de l'appel à projet, c'est de distribuer de l'argent. Donc ça veut dire que c'est un financement public qui vient directement aider les agriculteurs à se développer. C'est plutôt de bon signe, ça. Oui, nous, on a initié un projet, là, justement, des discussions avec le ministère de l'Agriculture, aussi au niveau du cabinet du président, sur la nécessité justement de mettre un peu plus de forage. Donc c'est ces projets collectifs qu'on en a discuté d'ailleurs avec la DAF, avec Bastia. Et donc là, parmi les revendications qu'on a faites sur la sécheresse 2023, on a eu un engagement du ministre de l'Agriculture de nous mettre en place une enveloppe de 30 millions d'euros. Juste pour Mayotte? Oui, juste pour Mayotte, mais il faut souligner que ce n'est pas suffisant encore. Donc là, on va dire que c'est déjà beaucoup d'argent, 30 millions d'euros. C'est un bon début, on va dire. Donc là, je pense que le sujet, il est en discussion, on est en train d'avancer dessus. Mais c'est sur cet exemple de forage qu'on s'est calqué sur l'ensemble du territoire pour justement déterminer les points stratégiques où on a des nappes phréatiques accessibles avec une certaine quantité d'eau, pour justement pouvoir, autour de ça, irriguer certains agriculteurs. Mais est-ce que ça, Bastien, ça ne va pas entrer en compétition avec l'eau pour la potabilisation, puisque l'État fait des forages aussi, enfin quand je dis l'État, le syndicat des eaux fait des forages régulièrement pour essayer de trouver de la ressource en eau. Donc à un moment, est-ce qu'il ne va pas y avoir la compète entre l'eau pour l'agriculture et l'eau pour la vie de tous les jours? C'est des questions au moment où on parle de développement équitable entre l'agriculture et la société, c'est des questions qu'il faut se poser. Effectivement, c'est le sujet central sur l'eau à Mayotte. Il est clair qu'une priorité sera toujours donnée à l'eau potable. On l'a vu durant la sécheresse, les restrictions de consommation d'eau, c'était pour les usages économiques ou personnels en dehors de l'eau potable. Néanmoins, le gouvernement qui a missionné une personne qui est venue en appui du territoire pour réfléchir sur ce qui s'est passé durant la crise de l'eau et dresser des perspectives pour résoudre ce problème d'eau potable, donc avec des investissements massifs sur plusieurs années pour que d'ici 2 ans, on n'ait plus de coupure d'eau, intègre également dans sa réflexion les usages autres que l'eau de consommation humaine. Et donc, la dimension agricole sera prise en compte. Je vous donne un exemple. Dans les campagnes de forage dont parlait Anouar, on va peut-être identifier des points de prélèvement qui ne sont pas satisfaisants pour l'eau potable, mais qui pourraient, étant donné qu'on a fait un trou et qu'on a regardé ce qu'il y avait dessous, pourraient éventuellement être recyclés, entre guillemets, pour un usage agricole,
à condition évidemment d'étudier comment on peut faire ça correctement, d'animer les agriculteurs qui sont autour pour leur expliquer comment on peut faire, quels sont leurs besoins, etc. Ça, c'est une des pistes qui n'est pas du tout mise de côté, y compris dans les documents d'orientation qu'on avait déjà mis en place il y a quelques années, notamment le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, qui intégrait aussi les usages de l'eau agricole. Mais alors, à part le forage pour les eaux agricoles, parce que l'expérience à Mayotte montre que ça va être un peu caricatural comme illustration, mais mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est pas une très très bonne idée. Donc, en plus du forage, il pourrait y avoir quelle autre source d'eau pour l'agriculture? Ben, nous, on a porté aussi, parmi nos revendications, de pouvoir travailler sur les STEP, donc les stations d'épuration d'eau, donc réutiliser l'eau qui a été utilisée, qui est en général relâchée dans la nature, dans des rivières ou des choses comme ça. Enfin, en métropole, ici, je ne sais pas où l'eau est relâchée, mais... Justement, l'idée, c'est vraiment récupérer cette eau-là qui, pour le coup, n'est pas du tout potable pour la consommation dans les robinets et la réutiliser. Là encore, nous, en tant que syndicat, on porte ces revendications-là. Charge à l'administration de travailler, de voir comment c'est possible. Et nous, en gros, la question de c'est pas possible, c'est compliqué, c'est coûteux, nous, on ne veut pas entendre ça, en fait. C'est vraiment, nous, on porte des propositions qui sont totalement cohérentes. Et à partir de là, il faut qu'on puisse se donner les moyens pour justement le réaliser. Parce que vous imaginez bien, quand vous prenez une douche, la quantité d'eau qui est rejetée, ça serait bête de ne pas pouvoir la réutiliser pour l'agriculture. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est entendable pour l'administration ou pour une raison X ou Y qu'on ne connaît peut-être pas, c'est niette? Non, en tout cas, ça mérite d'être étudié de près pour justement voir les tenants et aboutissants, les conditions de faisabilité, jusqu'à quel périmètre on pourrait irriguer. Ensuite, il faut évidemment que tous les logements soient bien raccordés au réseau d'assainissement. Mais c'est une piste qui mérite d'être étudiée. Surtout qu'il y a la steppe de Dembéni, la steppe de Ouangani, qui sont dans des zones, a priori, plutôt favorablement placées pour la steppe de Bandrélé aussi par rapport à l'agriculture. On est dans les terres agricoles, là. Tout à fait. Bon, la steppe de Ouangani, peut-être qu'elle sera ouverte un jour. Parce que peut-être qu'un jour, il y aura des gens qui seront raccordés. Non, mais Mayotte, département depuis 11 ans, 12 ans déjà, en fait, on est vraiment en pleine croissance, développement, et ça souligne aussi le fait qu'il y a eu des sous-investissements assez importants à Mayotte en matière d'eau et de tout un tas de choses. Il est temps vraiment de pouvoir faire ce rattrapage, qu'on en parle régulièrement, et surtout donner les moyens, parce que les études, le fait de se retrouver, de réfléchir ensemble, de parler. On a fait au niveau de l'État, c'était les EGA, l'État généraux de l'agriculture. On a fait au niveau du conseil départemental les fameuses orientations stratégiques de l'agriculture de Mayotte Horizon 2030. Tout ça, c'est des concertations qui ont été faites, qui ont donné lieu à des documents, à des conclusions qui sont assez bien faites, on va dire. Maintenant, il faut pouvoir donner les moyens à chacun d'entre nous, que ce soit l'agriculteur individuel ou les groupements ou différents organismes qui sont dans le secteur, de pouvoir justement avoir les moyens de mettre tout ça en place. Et là, on arrive, j'aime bien parler aussi de la structuration de filière. On a tout un tas de mesures, mais qui malheureusement aujourd'hui sur le terrain ne sont pas en cohérence avec nos besoins. Enfin, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas en cohérence, je rectifie, qui sont difficiles à mettre en place. D'où le fait de donner les moyens qu'on puisse y arriver. Mais alors, la population, nous, on voit beaucoup, en saison des pluies, l'eau de ruissellement. En quantité, quand les pluies sont abondantes, ça ruisselle beaucoup sur les caniveaux, sur les trottoirs. Cette eau-là, Bastien, elle pourrait aussi servir à irriguer les champs, ou bien pour différentes raisons, c'est juste impossible parce qu'il y a des produits chimiques dedans éventuellement, ou qu'elle n'est pas conforme. Alors, il est tout à fait envisageable de récupérer cette eau de ruissellement au niveau des exploitations agricoles. Après, c'est selon quelle modalité. Donc, les agriculteurs peuvent mettre en place des petits bassins de rétention qui permettent de capter les eaux pluviales, ou, je dirais peut-être encore mieux, de mettre en place des systèmes de récupération des eaux de pluie sur toiture, comme ça se développe actuellement.
et à travers des équipements de stockage de type des grosses citernes souples de type pompier qui peuvent stocker plusieurs dizaines de mètres cubes, ou des installations un peu plus costauds comme ce qu'on appelle des water tanks, qui sont des équipements métalliques cylindriques qui peuvent stocker 100 à 300 mètres cubes d'eau, qui, s'ils sont alimentés par de l'eau pluviale, en fait, ne nécessitent pas un prélèvement direct dans les rivières ou dans les forages. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place à court terme. Ça commence à être fait déjà depuis quelques temps. Ici à Mayotte par des agriculteurs. Sur des projets notamment suivis par l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte, notamment sur la zone de Bromouhou. Il y a eu quelques water tanks installés. Et là, dans pas longtemps, dans quelques jours, la DAF va lancer un appel à projet de 320 000 € pour financer ce type d'équipement qui ne nécessite pas de permis de construire ou d'autorisation environnementale spécifique, qui se base sur des matériels existants avec des fournisseurs locaux qui peuvent les importer assez rapidement, pour financer sur quelques exploitations ces investissements de récupération d'eau de pluie. Ça, c'est vraiment du court terme. Oui. Ensuite, on a d'autres dispositifs, notamment sur les fonds européens, qui permettent de financer des projets de modernisation des exploitations de toutes sortes, et y compris l'accès à l'eau ou la récupération d'eau. Et donc là, comme c'est des fonds européens, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais on a déjà une quarantaine de ce qu'on appelle des pré-demandes qui ont été déposées à la DAF, c'est-à-dire des intentions de projets, et beaucoup concernent la récupération d'eau pluviale ou le stockage de l'eau. On a aussi, permettez-moi de rajouter, au niveau des aides dites de minimis, au niveau du conseil départemental notamment, et là, cette année, suite à la crise de l'eau, le département a pu débloquer une certaine somme pour justement accompagner des agriculteurs qui avaient déposé des dossiers d'aide minimis pour ce type d'installation. Et concrètement, aujourd'hui, à Noir, vous êtes agriculteur, vous travaillez tous les jours au contact d'autres agriculteurs. Comment, à Mayotte, aujourd'hui, un agriculteur envisage d'investir pour développer sa production, parce que ça répond aussi à un besoin déjà économique, mais aussi un besoin de la population, d'arriver à une forme de sécurité alimentaire, avec le risque qui est quand même fort de pénurie d'eau. Parce que la pénurie d'eau, c'est un manque de ressources directes pour vous. Or, si vous investissez, comment on fait pour payer quand on ne peut pas vendre parce qu'il n'y a pas d'eau? Est-ce que ça contraint la manière dont vous pensez votre développement demain? Ça contraint totalement. Ça pousse à réfléchir au type de production qu'on va mettre en place. C'est pour ça qu'on a encore du mal. On reste encore beaucoup sur les productions dites de pluie jusqu'aujourd'hui. Mais, ça veut dire quoi, les productions dites de pluie? Tout ce qui est banane, manioc, en fait, c'est-à-dire que l'agriculture mahoraise, jusqu'à présent, elle a toujours fonctionné comme ça. C'était en fonction de la saison des pluies qu'on pouvait planter certaines productions. Après, depuis il y a une quinzaine d'années, un peu plus même, on a commencé à rentrer plus dans le maraîchage. Et là, on a vu qu'il y avait besoin de produire quasiment toute l'année. Et là, il faut des installations. Donc, il faut quand même souligner juste une petite parenthèse sur le fait de préserver nos forêts, parce que la déforestation, elle est très très importante depuis quelques années pour plusieurs raisons qu'on connaît. Et il faut agir là-dessus, notamment sur l'agriculture illégale, les gens qui vont s'installer dans les forêts et qui font un peu tout ce qu'ils veulent. Donc du coup, moi, j'ai hérité d'une exploitation de mon grand-père sur lequel il y avait une vieille installation des années 90 qui a été mise en place à partir d'une rivière. De stockage d'eau, c'est ça? Voilà, de stockage d'eau. Donc deux grands bassins d'à peu près 20 mètres cubes, quelque chose par là. Bon. Mais mon grand-père, lui, il utilisait quasiment cette eau-là que pour la distillation. Aujourd'hui, si j'ai envie de mettre du maraîchage, je dois revoir tout cet investissement-là. Et j'insiste sur un fait que quelques agriculteurs, lorsqu'ils mettent en place des investissements de ce type qui ne sont pas sur place, il y a le pillage du matériel. Donc là, en fait, on rentre vraiment dans cette structuration de filière qu'il faut voir de façon générale, pas que sur l'eau, mais vraiment sur l'accès, sur les installations. Parce que là, vous dites que dans les exploitations agricoles, forcément, elles ne sont pas dans le cœur des villes, où il y a la police qui passe tous les jours, ou la gendarmerie, plutôt là où les installations sont installées. Donc vous pouvez, par exemple, bénéficier d'une subvention de la DAF, imaginons, pour installer comment vous avez dit, des tankers? Des water tanks. Des water tanks. Donc c'est quand même un outil intéressant. Enfin voilà, vous installez ça chez vous, et le soir, vous quittez votre exploitation, ou
ou même vous êtes dans vos champs et vous vous faites braquer les installations. C'est ça que vous dites? Alors, pas toutes les installations, ils ne vont pas prendre le water tanker et partir avec, mais c'est vrai que les tuyauteries et certains éléments, s'il y a des moteurs et autres, si on n'est pas sur place de façon régulière, enfin, quand je dis régulier, c'est le soir, enfin toute la journée, hein, parce que nous, en gros, vers 15-16 heures, on quitte l'exploitation et là, elle est laissée à libre. Ah oui, voilà. bien sûr. Donc ça se passe déjà. On a eu des agriculteurs qui ont remonté le problème. Et après, c'est la production en elle-même. Parce que imaginez-vous, on arrive à avoir cette belle exploitation avec toutes les installations qui vont avec. Qui on permettent produit. de travailler. Voilà, on a des belles productions, mais qu'on n'arrive pas à récolter et vendre cette production-là. Donc, on tourne en rond. Et puis, donc là-dessus, sur les concertations qu'il y a eu, notamment celle de 2020 avec le conseil départemental, sur les OSAM, il y a énormément de mesures qui émanent quand même de la profession, de nous, qui ont été mises en place, écrits noir sur blanc sur plusieurs pages. Et aujourd'hui, on a du mal à mettre ça en place. Et je me demande pourquoi. À quel moment ça bloque? Et je pose la question, mais j'ai une partie de la réponse. Il faudrait que chacun des responsables, que ce soit les mairies, le conseil départemental, les intercos maintenant, l'ADAF, les services de l'État, on puisse se mettre ensemble et agir et mettre sur le terrain, en pratique, ce qui est écrit. Parce que c'est au-delà de l'eau, c'est vraiment tout l'écosystème qu'il y a autour pour permettre à l'agriculteur de pouvoir produire et de pouvoir vivre de son exploitation. Bastien, cette pénurie d'eau, potentielle permanente, parce qu'effectivement, on a une mauvaise saison des pluies, on le voit très bien, l'année suivante, on est embêté. Et on n'est pas garanti d'avoir des saisons des pluies comme cette année en permanence. Et est-ce que cette problématique d'eau, ça vous fait, vous, évoluer les trajectoires de développement agricole, ou il faut au contraire trouver des solutions pour l'eau pour ne pas perdre les objectifs fixés en matière de production et de développement de l'agriculture? Je dirais que cette problématique de l'eau, comme l'a expliqué Anouar, on en a déjà discuté il y a déjà plusieurs années. Oui. On a bien posé les enjeux, on a bien posé aussi des actions qui concernent l'exploitation ou son environnement ou la forêt. Reboiser par exemple, planter des haies, tout ça, on a discuté, mettre en place des groupements, des collectifs d'irrigants pour bien gérer l'eau. Et maintenant, il s'agit de mettre en œuvre. Voilà. Donc on en est là. Il faut passer de l'idée. Il faut passer la seconde vitesse en ayant des porteurs de projets qui ont un projet cohérent, qui arrivent à trouver des accompagnements pour le préfinancement. Et à partir de là, un projet bien monté pourra trouver son financement sur des crédits européens, sur des crédits du conseil départemental. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Non, mais trouver des financements, c'est jamais simple. C'est pas facile de monter, de suivre un projet. C'est surtout ça aussi. Parce que l'agriculteur, il a aussi du travail à faire. Il n'est pas forcément toujours formé pour ça. Et donc, des structures d'appui qui existent sur le territoire doivent aussi se renforcer pour accompagner tous ces projets-là. Je parle des organisations de producteurs, des coopératives, je parle de la Chambre d'agriculture, les syndicats agricoles. Tout le monde doit se muscler pour que les projets identifiés à la base puissent être accompagnés toute la durée de leur vie et aller au bout. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on y voit plus clair. Puis c'est une note d'optimisme partagée en plus. Totalement. Eh bien super, merci beaucoup messieurs. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très vite sur le plateau d'Agir pour l'environnement avec un autre thème, d'autres invités. À très bientôt.